difficile de reprendre après Denise Bryan-Lucosius, brillante présentation. Mais je vais vous parler donc des projets de doctorat. Donc, ce matin, on a vu comment la pratique infirmière tout court et la pratique infirmière avancée peut contribuer aux différents défis de santé publique, tels qu'on a vu les maladies chroniques, le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts. On a vu tout ça. Dans ce contexte, il est d'autant plus important d'offrir des soins de qualité et assurer la sécurité des patients. Pour répondre à un des moyens pour assurer la qualité et la sécurité des soins, c'est de considérer le patient et sa famille comme des vrais partenaires dans les soins. Répondre aux besoins des personnes et leurs familles tout au long de la vie, donc de 0 à la mort, est ce qui anime de nombreux de nos projets de doctorat en sciences infirmières et en sciences de la vie. C'est le cas de... Non. C'est le cas du travail de doctorat en sciences infirmières de Jenny Gentizon. Elle s'intéresse à comment les personnes âgées gèrent leurs médicaments et va vous parler de la manière dont on évalue la littératie en matière de médicaments chez les patients âgés. Ah, ça tombe bien que vous soyez là. Regardez la prescription de sortie d'hôpital qu'on a donnée à ma grand-mère. Acide folique, aspirine cardio, calcium, Beloxol, Dafalgan et j'en passe. En plus, sa prescription a changé pendant son hospitalisation. La pauvre, elle ne s'y retrouve plus du tout. Comme pour le tiers de la population vaudoise, ma grand-mère doit gérer au quotidien au moins 5 médicaments différents. Mais gérer des médicaments, c'est potentiellement compliqué. Et ça va bien au-delà de simplement connaître le nom des médicaments. Pour les patients âgés, c'est aussi lire et comprendre ce qu'il y a d'écrit sur la boîte des médicaments, comprendre les instructions qu'on leur donne, parfois effectuer des calculs pour s'administrer la bonne dose, savoir quelle est l'action à entreprendre en cas de dose manquée ou si un effet secondaire survient. C'est une multitude de compétences qui se réunissent sous le terme de littératie des médicaments ou medication literacy en anglais. C'est un concept important pour la sécurité de nos patients car les études antérieures ont décrit que de nombreux problèmes surviennent avec l'usage des médicaments et conduisent les patients âgés à consulter aux urgences et parfois à être hospitalisés. Un concept nouveau né en 2005 en Angleterre qui fait l'objet de ma thèse. Un concept nouveau, vous me direz peut-être, et alors? Eh bien, pour être compris de tous de la même manière, un concept doit être bien étoffé et avoir une définition bien claire. Pour être utilisable en pratique clinique et en recherche, le concept de medication literacy doit être davantage développé. Mon projet de recherche, MedFlag, a comme pour premier objectif de poursuivre le développement de la définition de medication literacy, mais cette fois avec un focus spécifique pour les patients âgés et le contexte de l'hospitalisation. Concrètement, la littérature existante est complétée par une partie de recherche qualitative auprès des professionnels de la santé. Le projet de recherche MedFlag intègre aussi une revue systématique de tous les instruments existants autour du concept de medication literacy. Cette étape va nous permettre de décrire la qualité des propriétés de mesure de tous les instruments existants. Et finalement, la dernière étape de mon projet de thèse s'agira en fait de développer ou beaucoup plus probablement d'adapter un instrument existant, mais cette fois qui considère les spécificités de la population âgée et qui puisse être utilisé dans le cadre de l'hospitalisation. Vous trouvez peut-être cela très conceptuel, mais il est important de se souvenir que de soumettre nos patients à des instruments de mesure qui sont imprécis leur impose un fardeau inutile et accessoirement risque de donner lieu à des interventions de notre part qui sont inefficaces. Mais voilà, soyez patients, à l'issue de ma thèse, il y aura encore du travail. Effectivement, pour qu'un instrument soit démontré comme étant valide et fiable, il y a plusieurs étapes à entreprendre et nécessite d'être testé auprès d'un grand nombre de patients. Alors en attendant, je vais aller voir ma grand-mère et évaluer comment elle se débrouille avec ses médicaments. J'essaye de repérer Jenny Gentizon dans la salle. Elle est... Lève la main. Elle est là. Voilà. Donc, on a bien vu à travers ce travail l'importance de définir des concepts qui sont complexes, comme la littératie des médicaments, pour pouvoir adapter ou développer des nouveaux instruments de mesure qui considèrent les spécificités des personnes concernées. C'est aussi le cas du doctorat en sciences infirmières de Fabienne Tekeluti, qui a, elle, développé et validé un instrument qui permet d'identifier les patients
qui ont besoin de soins palliatifs dits généraux et de soins palliatifs dits spécialisés. Oh, pardon, j'ai oublié. Voilà son travail. Et voilà. Bonjour, bienvenue dans notre salle de consultation des soins palliatifs. Les soins palliatifs, ça vous fait bizarre? Les soins palliatifs, c'est la mort. Ça, c'est ce que pensent beaucoup de personnes, et pas seulement dans la population générale. Non, non, aussi chez les soignants. Et quand je dis soignants, c'est au sens large du terme, ça inclut aussi les médecins. Mais est-ce que si vous étiez atteint d'une maladie grave qu'on ne peut pas guérir, vous aimeriez qu'on attende votre fin de vie pour se préoccuper de votre qualité de vie et de celle de vos proches, pour soulager votre douleur, vos symptômes, votre souffrance, pour se préoccuper de vos préférences de soins? Ah non, j'imagine que non. En tout cas, moi, j'aimerais qu'on s'en occupe le plus vite possible. Pour nous, en soins palliatifs, ce qui compte, c'est la qualité de vie, pas la quantité qui reste. Alors, on peut initier des soins palliatifs des semaines, des mois, voire des années avant un décès attendu. Mais vous allez me dire, qui s'occupe de ça? Eh bien, ça dépend de la complexité des situations. Si on a une situation complexe, instable, avec beaucoup de souffrance, alors c'est nous, les spécialistes, qui nous en occupons. Et on parle de soins palliatifs spécialisés. Pour toutes les autres situations plus stables, c'est vous, les professionnels non spécialisés, qui vous en occupez. Et dans ce cas, on parle de soins palliatifs généraux. Vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on fait pour les différencier et pour savoir quel type de soins offrir. Et c'est là le problème. C'est qu'en l'absence d'instruments spécifiques, les soignants ont beaucoup de difficultés à identifier ces patients assez tôt dans leur trajectoire de maladie. C'est pour ça que dans le cadre de ma thèse, j'ai développé un nouvel instrument de dépistage qui devrait aider les professionnels. J'ai commencé par faire une revue systématique, critique des instruments qui existent dans la littérature. Comme aucun ne correspondait aux besoins du terrain, alors avec mon équipe, nous avons suivi une méthodologie rigoureuse de développement d'outils, puis nous avons fait passer des tests à cet instrument pour s'assurer qu'il soit valide. Pour ces différentes étapes, nous avons réalisé un processus Delphi avec des spécialistes de soins palliatifs. Nous avons envoyé des questionnaires auprès des infirmières et des médecins futurs utilisateurs de l'instrument pour avoir leur avis. Puis, nous avons fait tester cet outil auprès de plus de 2200 patients par des infirmières et des médecins de 7 unités de médecine interne, ici au CHUV et à Bellinzona, au Tessin, pour s'assurer que les résultats que les soignants avaient eus avec les instruments soient les mêmes qu'une évaluation par des spécialistes de soins palliatifs. Les résultats montrent que cet instrument, qui s'appelle IDEPAL, est valide et devrait donc ainsi aider les professionnels à se mettre plus rapidement en discussion autour du projet de soins palliatifs du patient. Cela veut dire que nous préparons maintenant sa mise en pratique avec la réalisation de recommandations de bonne pratique et une étude de faisabilité. Vous voulez voir cet instrument? C'est encore un tout petit peu tôt parce que nous devons d'abord publier ces résultats et ensuite nous pourrons vous le montrer. Merci de votre visite. Ah, encore une chose, les soins palliatifs, c'est surtout la vie. Souvenez-vous de ça. Fabienne, lève la main. Voilà. Le travail de Fabienne Tekeluti illustre bien la collaboration des équipes afin de mieux outiller les professionnels de la santé pour les aider à répondre aux besoins des soins palliatifs de ces patients. On dit patients de soins palliatifs, donc patients vulnérables. Cette vulnérabilité, elle se retrouve aussi chez les patients avec un cancer. Le travail de doctorat en sciences infirmières de Jelena Stanic est un autre exemple d'intervention infirmière centrée sur la personne dans son contexte. Elle s'intéresse à l'utilisation de la pleine conscience chez les femmes qui vivent avec un cancer gynécologique. Pour se lancer dans une thèse, il faut avoir une motivation solide. Et la mienne, c'est de contribuer à rendre accessible la pleine conscience pour les femmes qui vivent avec un cancer gynécologique et qui sont suivies dans les milieux oncologiques des hôpitaux universitaires romans. Nous savons que les femmes atteintes d'un cancer gynécologique font face à un stress intense, notamment en lien avec l'incertitude face à l'avenir et à la progression de la maladie. Ce que nous savons également, c'est que pour faire face à la maladie, de nombreuses patientes en Suisse recherchent des approches complémentaires à la médecine conventionnelle. D'un point de vue scientifique, nous avons des évidences solides sur les bénéfices de certaines approches, comme par exemple celle des interventions basées sur la pleine conscience.
Les interventions basées sur la pleine conscience se centrent notamment sur l'apprentissage des techniques méditatives, du yoga et de psychoéducation et font l'objet de nombreuses études. Nous savons que ce type d'intervention permet entre autres d'améliorer la qualité de vie des patientes, mais également de réduire leur anxiété et les symptômes dépressifs. Des guidelines internationales recommandent la pleine conscience comme approche complémentaire pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Elle est intégrée dans certains centres oncologiques du Canada par exemple. Notre objectif est de la rendre également accessible dans notre contexte oncologique hospitalier universitaire. Eh bien, nous devons tout d'abord comprendre le contexte local, identifier les barrières et les ressources qui existent, pour ensuite définir des stratégies d'implantation spécifiques selon les besoins. Tout cela en tenant compte de la complexité des facteurs qui vont influencer le bon déroulement et le maintien du programme dans le milieu clinique. L'intégration des perspectives des patientes, mais aussi celle des instructrices du programme et des professionnels de la santé, va nous permettre d'évaluer si le programme peut être dispensé tel quel ou s'il devrait y avoir des modifications à apporter. En effet, nous ne sommes pas certains que les éléments clés de l'intervention qui existent correspondent à la réalité de notre contexte clinique. Il suffit par exemple que la fréquence ou la durée de l'intervention soit trop importante, que certains contenus ne soient pas culturellement acceptables, ou encore que les ressources ne soient pas disponibles, par exemple pour qu'au final l'intervention ne bénéficie pas aux patientes. Ma thèse s'intègre dans une étude pilote randomisée contrôlée plus large, nommée Serenity, qui va inclure 66 patientes, 2 instructrices et environ 30 professionnels de la santé. C'est le fruit d'une collaboration interdisciplinaire et en plus de la partie implantation du programme, on va également s'intéresser aux effets de la pleine conscience sur différentes dimensions psychologiques, mais également spirituelles, et puis on va aussi prendre en compte les biomarqueurs. Nous espérons, après cette étude pilote, pouvoir continuer sur une étude nationale de plus grande envergure. Yelena. Voilà. Ce matin, on m'en a parlé de la collaboration interprofessionnelle et je pense que ce projet-là illustre magnifiquement bien la collaboration interprofessionnelle qu'il a fallu mettre en place pour un tel projet. Il met aussi en évidence la méditation pleine conscience, qui est encore un domaine encore peu utilisé dans la médecine traditionnelle. Il démontre aussi la possibilité des patients, donc dans ce cas-là des patients avec un cancer, de leur capacité d'autogérer leurs symptômes, tels que, à partir de programmes tels que la méditation en pleine conscience. C'est aussi le cas pour le projet de doctorat en sciences infirmières de Marie Cabana, qui, elle, s'intéresse aussi à l'autogestion des symptômes chez les patients avec un cancer et va vous parler du programme Symptom Navy. En Suisse, une personne sur 3 développera un cancer au cours de sa vie. De nombreux traitements contre le cancer sont administrés en ambulatoire. La maladie et les traitements provoquent fréquemment des symptômes qui s'aggravent souvent quand les patients sont à domicile. Il est donc important pour les patients d'apprendre à gérer leurs symptômes. Nous parlons de l'autogestion des symptômes. Cela signifie qu'une personne soit capable de reconnaître, d'observer et d'essayer de soulager un symptôme. Les symptômes peuvent être physiques comme la fatigue, la constipation, mais également émotionnels comme la peur ou l'incertitude. Ces symptômes influencent la qualité de vie des patients, mais également leur morbidité et mortalité. Initié par une infirmière, le Symptom Navy Programme a été développé pour faciliter l'autogestion des symptômes. Le programme comprend une formation des infirmières liée au principe de soutien à l'autogestion des symptômes, ainsi qu'à l'introduction des flyers dans des consultations infirmières. En utilisant les flyers en pratique, nous avons constaté que les infirmières en oncologie ne sont pas habituées à soutenir l'autogestion des symptômes et à collaborer avec les patients comme c'est recommandé dans les guidelines internationales. Les patients sont les experts de leur maladie et de l'autogestion des symptômes. C'est pourquoi nous avons sollicité 41 experts nationaux en incluant des patients, des proches et des professionnels de santé pour évaluer le programme.
Dans le cadre de mon doctorat en sciences infirmières, j'ai testé de manière pilote l'implantation et l'efficacité préliminaire du Symptom Navi programme avec une étude cluster randomisée en intégrant le cadre RIEM. Nous nous intéressons aux résultats au niveau des patients et aux barrières et facilitateurs au niveau du personnel et de l'organisation. Le but étant de comprendre pourquoi le programme est effectif ou non. Le protocole de cette étude a été publié dans le journal BMJ Open si cela vous intéresse. Après la récolte de données dans 9 centres oncologiques en Suisse et l'inclusion de 123 patients et 21 infirmières, je suis en train de finaliser les analyses. Je peux dire dès présent que les infirmières ont bien accepté la formation. Leur perception de l'environnement de travail et leur attitude à l'égard de l'autogestion des symptômes influent leur capacité et motivation pour appliquer le programme dans la pratique. Davantage des résultats seront disponibles en printemps 2020. Marika, où est-elle? Elle est là, voilà. Donc, nous voyons bien dans ces exemples que le patient est considéré comme un vrai partenaire, mais aussi un expert dans sa maladie. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des personnes qui ont des déficits cognitifs ou les enfants préscolaires ou des personnes qui ont un niveau de conscience altéré comme aux soins intensifs. Ceux-ci ne peuvent pas être impliqués directement dans leurs soins. C'est dans ces cas-là que les membres de la famille dans le sens large du terme, deviennent non seulement des partenaires de soins privilégiés, mais ils font aussi partie des personnes qui ont besoin de soutien pour faire face à la maladie de leurs proches. C'est le cas dans le travail de doctorat en sciences infirmières de Véronique Degoumoin, qui, elle, s'intéresse à développer une intervention pour soutenir des familles de patients avec une lésion cérébrale acquise durant la phase aiguë d'hospitalisation. L'implication des familles dans mon projet de thèse est fondamentale. En fait, c'est simple, sans elles, je ne pourrais pas le faire. Puisque le cœur de ma thèse, c'est d'améliorer le soutien que les infirmières offrent aux familles des patients avec une lésion cérébrale acquise, comme un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou encore une tumeur. Quand survient l'accident, pour les familles, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il y a vraiment un avant et un après. Et la vie n'est plus jamais la même. C'est l'ensemble de la dynamique familiale qui doit se réorganiser. Les proches font face à leurs propres souffrances et en même temps doivent gérer le quotidien et faire avec des défis auxquels ils n'ont absolument pas eu le temps de se préparer. C'est vraiment une crise majeure pour les familles. Je pense que c'est quelque chose que vous voyez ici à Fragilevaud. Oui, il y aimerait même souvent justement parce qu'au moment où les familles quittent l'hôpital avec la personne cérébrolésée, c'est vrai que c'est l'inconnu, on nous dit, ben voilà, la personne a un traumatisme crânien, on ne sait pas ce que c'est, et c'est à mesure de vivre avec la personne qu'il y a beaucoup de problèmes. Et quand les personnes viennent ici, donc elles sont accueillies à Fragilevaud pour donc les familles ainsi que les proches, et puis aussi pour les personnes cérébrolésées, il y a des groupes de parole. Et là, on se rend compte que les personnes peuvent enfin comprendre un peu plus, échanger et se rendre compte qu'elles ne sont pas seules non plus à vivre des choses insupportables, enfin très difficiles à résoudre. Voilà. En effet, nos travaux de recherche antérieurs ont montré que le soutien qui est offert aux familles pendant la phase d'hospitalisation devrait être renforcé. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que les interventions familiales, pour les familles de patients qui vivent avec une maladie chronique comme le diabète par exemple, ont des bénéfices sur l'ensemble de la santé des membres de la famille. Mais malheureusement, pour les familles dont un des membres est touché par une lésion cérébrale acquise, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune intervention qui a fait la preuve de son efficacité. Enfin, pour le moment, on y travaille. Et c'est là, dans tout ce processus, que les familles interviennent. Parce que le but de notre recherche, ce n'est pas de développer une intervention pour les familles, mais avec les familles. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? Eh bien, en venant ici à Fragilevaud,
Parce que dans ce contexte-là, j'ai pu rencontrer des membres de l'association, discuter avec des familles et des patients, et puis voir qu'est-ce qui pourrait être le plus important pour elles qu'on améliore dans les soins. Grâce à cette collaboration, on a développé tous ensemble une intervention qui s'appelle Saphir pour soins aux familles intervention précoce et qui est testée dans le département des neurosciences cliniques du CHUV. La plus-value de cette intervention, c'est de prendre soin du patient en incluant systématiquement sa famille de manière individualisée, donc en répondant à leurs propres besoins selon leurs priorités. On comprend bien que dans ce processus de recherche, il est fondamental d'inclure les familles. Alors merci à elle. Merci. Véronique de Goumoin, elle est là. Bravo. Cette dernière vidéo, elle illustre parfaitement bien comment les familles peuvent être des précieux partenaires, non seulement dans les soins, mais aussi dans la recherche. Et puis, on peut aussi constater que les familles, elles sont indissociables des soins aux patients dans ces cas-là. C'est certainement vrai aussi en ce qui concerne les enfants et les nouveau-nés. Le doctorat en sciences de la vie de Vania Sandro, en est un exemple. Elle va vous parler des résultats de santé maternelle des partenaires et des enfants après une naissance post-traumatique. Savez-vous qu'une femme sur 3 vit difficilement son accouchement? Cela peut surprendre parce que dans notre société, en général, l'accouchement est perçu comme étant un événement positif et heureux et non pas difficile ou traumatisant. Et bien, lorsque les parents vivent leur accouchement comme étant traumatisant, ils peuvent se sentir isolés et incompris par leur entourage, parce qu'après tout, si la santé de la maman et du bébé vont bien, tout va bien. Eh bien non, si on suit à la littérature, dans les situations à risque, comme par exemple après une césarienne en urgence, on observe que jusqu'à environ une femme sur 5 développe des symptômes de stress post-traumatique. Et bien dit stress post-traumatique, ce trouble qui est normalement associé aux victimes de guerre, aux victimes de violence ou d'abus. Eh bien, cela peut se produire également après un accouchement où la femme a eu une peur très intense pour sa vie ou la vie de son bébé. Et puis le stress post-traumatique se caractérise entre autres par des symptômes de reviviscence où la maman va revivre l'événement traumatisant, donc l'accouchement, à travers par exemple des cauchemars et des flashbacks. On sait que c'est un trouble beaucoup plus connu que ce qu'on peut penser puisque c'est le 3e trouble le plus fréquent dans la période du postpartum et malheureusement très peu de recherches sont faites sur ce sujet. Ce trouble, ce stress post-traumatique, a un impact sur la femme, mais pas seulement. Il peut impacter la famille tout entière en altérant l'interaction parent-enfant et en ayant donc un impact sur le développement de l'enfant. C'est donc également un enjeu de santé publique. Il est donc urgent et primordial de pouvoir développer une intervention précoce qui permettrait de prévenir le stress post-traumatique et ainsi de prévenir ses conséquences et donc d'avoir une intervention qui est scientifiquement prouvée parce que jusqu'à présent, il n'y en a pas. C'est là où le Swiss Traumatic Birth Trial, appelé le projet START, qui est mené au sein du Lausanne Perinatal Research Group, a son importance. Le but de cette étude est de pouvoir démontrer l'efficacité d'une intervention pour prévenir le stress post-traumatique chez les mamans après une césarienne en urgence. Donc la maman est approchée directement dans les heures qui suivent la naissance et elle est suivie durant les 6 premiers mois qui suivent l'accouchement. On suit également le partenaire et le bébé. Ce qui est très innovant avec cette étude et ce qui est très prometteur, c'est que cette intervention psychosociale n'est pas délivrée par des professionnels de la santé mentale comme des psychologues ou des psychiatres, mais par des soignants, donc des sages-femmes et des infirmières. Nous avançons l'hypothèse que c'est les soignants qui sont au cœur du contexte clinique, ce sont eux qui connaissent le mieux la patiente, et donc c'est très important que ce soit eux qui puissent délivrer une telle intervention pour prévenir des difficultés dans le postpartum au niveau du bien-être psychologique des femmes. Cette intervention, comment elle marche? Nous avançons l'hypothèse que cette intervention va interférer avec la consolidation de la mémoire qui joue un rôle dans les symptômes de reviviscence, qui est dans les flashbacks, les cauchemars, et par conséquent, qui va pouvoir prévenir le développement du stress post-traumatique. Donc au sein de mon doctorat, je m'intéresse à ces aspects, à savoir comment prévenir le stress post-traumatique après un accouchement difficile chez la maman, et puis comment la santé mentale des parents va impacter le développement de l'enfant. Et puis j'espère qu'avec mon doctorat, je vais pouvoir améliorer la compréhension des mécanismes physiologiques
qui amène au développement du stress post-traumatique chez ces mamans, et puis aussi pouvoir améliorer les soins et les soutiens qu'on apporte aux familles durant cette période un peu difficile après un accouchement traumatisant, afin que malgré un démarrage un peu difficile, ils puissent par la suite s'épanouir pleinement dans leur rôle de parents. Elle n'est pas là. Hein. Ouais. J'appelle. Vania est malheureusement absente aujourd'hui, mais on lui fera part des applaudissements. Nous avons vu plusieurs projets de doctorat à différentes étapes du processus de recherche. Vous ne le savez peut-être pas, mais un doctorat en sciences prend plusieurs années à être complété. À la fin, il est très important de le communiquer sous diverses modalités, publié dans un journal scientifique, présenté à des conférences, utiliser un symposium comme aujourd'hui pour communiquer ses résultats. Mais il est d'autant plus important de communiquer les résultats au grand public de manière claire et courte, idéalement en 3 minutes ou 180 secondes pour être précis. C'est un défi de résumer une thèse de 3 voire 4 ans en 180 secondes. Mais c'est le défi que Aline Forestier s'est mise, et avec succès, car elle était une des finalistes au ma thèse en 180 secondes cette année à l'Université de Lausanne. Elle était en finale suisse. Aline Forestier s'est intéressée, parce qu'elle va défendre en fait sa thèse dans quelques semaines, au mois de décembre. Elle s'est intéressée à la détresse psychologique des adolescents garçons qui présentent aux urgences avec des plaintes somatiques. Et regardez sa performance à ma thèse en 180 secondes. Savez-vous qu'en Suisse, tous les 3 jours, un jeune se suicide? Et parmi eux, les garçons sont le plus concernés. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des moyens plus radicaux, mais surtout parce qu'ils ont une manière différente de montrer leur mal-être et que ces signes restent invisibles pour les soignants. Je suis infirmière. Dans ma pratique en pédopsychiatrie, j'ai constaté que nous accueillons plus de filles. Mais où sont les garçons? Où est Enzo? Enzo, il est aux urgences. Et personne n'a découvert son mal-être. C'est à partir de là que j'ai débuté ma thèse. Elle vise à mieux repérer les adolescents garçons en souffrance psychique aux urgences. Alors j'ai collecté plus de 3000 dossiers d'adolescents âgés de 14 à 18 ans et j'ai établi leurs caractéristiques. Ils viennent majoritairement pour des problèmes de santé physique, fractures, problèmes dermatologiques, douleurs au ventre, au dos. Et lorsqu'ils consultent plus de 4 fois dans l'année, ils ont un problème de santé mentale associé. Enzo, il vient pour la 4e fois aux urgences. Et personne ne lui a demandé comment il va. Mais pourquoi, bon sang? Je me suis rapprochée des infirmiers, des médecins. Ils m'ont dit qu'ils se sentaient démunis, qu'ils avaient besoin de compétences supplémentaires pour aborder les questions de santé mentale et accompagner ces adolescents. Voilà l'avis des soignants. Mais qu'en est-il des adolescents eux-mêmes? Imaginez, vous êtes Enzo. Vous venez aux urgences pour la 4e fois. Vous avez mal au dos. Vous êtes épuisé. Votre mère est au bord de la crise de nerfs. Et là, devant vous, une infirmière vous demande « Et puis sinon, t'aurais pas envie de mourir ?» Probablement que telle une huître, vous vous refermerez. Et la prochaine fois, vous ne viendrez plus aux urgences. Puisque pour vous ouvrir à la confidence, vous avez besoin de vous sentir en confiance dans un lieu sécurisé. Telle est l'expérience des adolescents. Je l'ai collectée à partir d'entretiens collectifs.
Voilà, maintenant j'ai suffisamment d'éléments pour accompagner ce changement de pratique. Mais surtout, lorsque Enzo reviendra aux urgences, enfin, nous lui demanderons comment il se sent dans sa vie. Merci. Aline, elle se cache là-bas au fond. Bravo. À l'IUFRS, l'équipe académique encadre un total de 22 projets aujourd'hui. On a commencé avec un doctorat en 2000, il y a 11 ans en fait, avec Marie-Josée Roulin qui est là, qui se trouve ici. Donc on peut voir la progression du nombre de doctorants qu'on a à l'IUFRS. Surtout, ils adressent des problématiques de santé qui sont, à mon avis, au cœur des préoccupations de la santé publique. Et puis, surtout, ils sont centrés sur les patients et la famille et ils ont l'ambition de faire changer les pratiques. Merci beaucoup.